Regardez, on se fait un petit dépassement. Full élec. Et le thermique rentre. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, attends, je me remets dedans. Aujourd'hui, quand on parle d'automobile, la plupart d'entre vous, dans les commentaires, ce que vous dites, c'est que les voitures sont chères. Et très honnêtement, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, acheter une voiture neuve, c'est compliqué. Sauf que dans cet essai, je pense à vous. Et donc, on va parler d'une voiture qui non seulement est une citadine, qui ne coûte pas très cher, qui en plus de ça est hybride non rechargeable, donc qui devrait vous aider sur les consos, et qui en plus est puissante avec quasiment 200 chevaux. J'étais curieux, je voulais découvrir la nouvelle MG3. Et les amis, attention, il y a une belle surprise qui s'annonce parce que vous allez avoir une voiture type Clio 208 qui offre un petit peu d'espace, les technologies qui potentiellement vont bien, en plus de ça, un potentiel plaisir de conduite et des consos, en plus d'un tarif annoncé qui devrait faire que c'est potentiellement le meilleur choix du marché actuellement. Sauf que bien évidemment, on n'est pas des fous, on ne croit pas la publicité, donc on va vérifier dans cet essai et ça commence maintenant. Le truc amusant les amis, c'est que quand on va parler du design, vous allez vous rendre compte que cette recette simple et efficace essaye d'être positionnée dans cette MG3. Et pourtant, c'est un petit peu compliqué à mon goût parce que le but du jeu, c'est de plaire aux Européens tout en restant un petit peu MG et dans la continuité par exemple du MG4, ce qui fait que par exemple vous allez avoir ce capot très tombant, ce qui les oblige à venir placer la calandre tout en bas. Sauf que maintenant sur le marché des citadines, que ce soit Clio, facelift, parce qu'avant c'était chaud, 208, i20, on a des véhicules à caractère et forcément il faut en mettre beaucoup. C'est pour ça que vous avez cette grosse calandre très marquée avec un motif qui nous rappelle un petit peu Hyundai. Et il faut aussi mettre du dynamisme parce que le client veut se sentir comme un héros de la route. Et donc sur la partie latérale, regardez tout ce travail de sculpture pour donner du volume, pour donner du caractère à la voiture. C'est cool parce qu'on a des feux plutôt fins, full LED, c'est sympathique. Et un gros travail qui rappelle un petit peu la Toyota Yaris d'ailleurs, avec une ouverture ici vraiment pour ce côté sport. Mais en termes d'identité, même si la voiture pour le coup on la reconnaît, elle ressemble un petit peu à plein de marques. C'est comme un petit mélange qui est fonctionnel, mais pas pour autant le plus parfait qui soit. Je préfère littéralement une 208 ou une Clio, mais ça fonctionne. Sur le profil, c'est amusant parce que tu sens qu'il faut jouer entre dynamisme et douceur. Donc, on vous travaille la carrosserie, on vous met des petits plis ici et là. Par contre, les jantes, là, ça devient compliqué. On est sur les plus grosses jantes, c'est du 16 pouces et ça paraît rikiki dans une voiture qui, pour autant, est une citadine. À noter que sur la version entrée de gamme, vous aurez des jantes 15 pouces avec des enjoliveurs qui ressemblent à des sortes de pseudo-jantes pleines moches. Et donc, faites bien vos choix. Si vous prenez la version entrée de gamme, honnêtement, pour l'amour de l'automobile, prenez des petites jantes scellées, ce sera plutôt sympathique. Mais dans l'ensemble, regardez, en 3 pas, j'ai traversé la voiture qui fait 4,11 m. C'est une vraie citadine qui fait juste le job comme il faut. Et ma partie préférée, c'est quand même l'arrière parce que il y a cette volonté d'élargir un petit peu la voiture là où habituellement on parle de voitures plutôt étroites. Vous sentez ce travail sur les ailes pour apporter un petit peu d'assise à la voiture, ça marche bien. On a une belle signature lumineuse et encore une fois ce travail un peu fin. Ce bombage de la vitre à l'arrière là, elle me rappelle un petit peu la 207 et même je me suis amusé à poser la voiture à côté d'une 208 et on sent qu'il y a potentiellement quelques petites inspirations. J'apprécie le fait d'être venu travailler sur le pare-choc pour élargir un petit peu le dessin et pareil, faire ressortir un petit peu les passages de roues. Ça apporte du dynamisme à la voiture. Et en partie centrale, regardez, on a ce gros insert même de plastique qui rappelle d'ailleurs aussi encore une fois un peu la 208. Travaille avec un pseudo-diffuseur, véritable sortie d'échappement ici, c'est des fous. Mais globalement, le style de l'arrière, pour moi, fonctionne bien. Mais il y a encore une fois un peu trop de marques identifiables dans l'ensemble de cette MG3. Globalement, l'idée, c'est de faire une voiture qui fonctionne de manière simple, efficace sur le marché des citadines et ils ont réussi. C'est pas la voiture la plus marquante du monde, mais pour autant, sur le style, il y a juste ce qu'il faut pour que tu sois pas complètement en mode « bon, je l'achète pas cher », mais elle est pas ouf en style. Là, c'est ok. Aussi, un autre paramètre, c'est que moi, j'ai la version grise. Mais regardez là, en bleu, là. Ça fonctionne quand même un petit peu, ça a une petite gueule. C'est pas la plus belle quand on voit cette bouche béante, mais quand même quoi, c'est pas trop mal dessiné. Effectivement, les jantes sont un peu petites, mais c'est plutôt mignon pour la population. Ah, ça ferait presque un peu... Regardez là, quand on prend que ça, c'est mignon, non? Et bien évidemment, on va parler de l'intérieur. Et les amis, je dois le dire, je trouve que la proposition est plutôt cool. On est toujours dans le simple, efficace. Et ça ne fait pas de mal parce que, par exemple, on n'a pas des écrans immenses, mais on a des écrans qui fonctionnent avec des systèmes multimédia plutôt cool. Et de série!
On a un écran assez conséquent et vraiment bien foutu derrière le volant, le même que sur la MG4, et un écran de 10,2 pouces en zone centrale, vraiment en mode panoramique, et il y a juste ce qu'il faut, mais on reviendra sur l'interface un peu plus tard, sachant que c'est mieux que ce que j'avais découvert dans la MG4. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a des petits boutons physiques ici, notamment pour le volume, c'est cool pour le passager, le petit bouton qui vous permet d'aller sur la home, mais je suis déjà sur la home, et des raccourcis par exemple vers la climatisation, et ça fait plaisir. Il y a un truc qui m'embête, c'est que j'aurais préféré limite que les boutons de volume soient ailleurs, par exemple une molette ici, et que j'ai un raccourci pour aller directement à la navigation. Parce que quand je suis en train de conduire avec mes 195 chevaux, et ben des fois c'est chaud d'aller rechercher le raccourci ici. C'est des petits détails que j'ai notés. Par contre, beaucoup d'énergie. J'aime beaucoup tous les rangements qu'il y a dans la voiture. Pour une citadine, très honnêtement, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que là, on a un petit support qui me permet par exemple de mettre mon téléphone, mon portefeuille, mais pas de charge d'induction. C'est embêtant. Port USB type A qui va vous permettre de manière filaire d'avoir Android Auto et Apple CarPlay. Ça aurait été cool que ce soit corrigé. Et un port USB type C. On a ensuite des portes gobelets qui sont plutôt cool parce que une des remarques que j'ai pu noter, évidemment, j'ai plus de bouteilles sous la main, c'est que je roulais et mes bouteilles se ballottaient comme ça. Sauf que elles sont réglables. Et regardez ce qui apparaît délicatement, une bouteille. Et vous voyez, elle flottait comme ça. Et j'étais en mode, ah, c'est un petit peu embêtant, c'est mal calibré. Et en fait, tu peux agencer ta petite réglette là pour faire en sorte qu'elle bouge un petit peu moins. Ça, c'est bon point. Ensuite, sélecteur de vitesse de la MG4, les amis. Et honnêtement, j'étais en train de me faire la marque. Il est tellement pratique à utiliser. Ensuite, tout ce qui va être frein de parking, assistance, mode de conduite, c'est placé ici. Et alors là, on rentre dans les petits sommets que j'aime trop. Accoudoir plutôt bien fait, légèrement moussé, ça fait plaisir. Et en fait, le détail qui est sympathique, c'est que déjà on a pas mal de rangements, puisque regardez ce qui va se passer. Ça ferme. Mais c'est pas tout. Je coulisse, chewing-gum, clé, je fais disparaître. Praticité, rangement, ça fait plaisir. Sachant que ils ont loupé le coche sur un élément, ça aurait été cool que là on ait un petit porte-cadre, un petit truc qui permette de mettre ce qu'on veut caché ici. Ça aurait été le bonheur. Mais déjà, juste en rangement, on est au bon endroit. Par contre, évidemment, il faut des défauts. On ne paye pas si cher que ça. Quand je positionne mon volant, je peux le régler en hauteur, mais pas en profondeur. Et en position de conduite, ça, c'est un vrai problème. Mais par contre, le dessin du tableau de bord est simple et efficace. Au début, j'étais en mode, ce plastique m'embête un peu. Il est grainé d'une manière qui prend la lumière de manière pas parfaite. Mais pour autant, il y a un plastique texturé ici. Et surtout, ils ont mis les bonnes matières au bon endroit, puisque là, quand vous venez d'utiliser votre petit écran tactile, vous avez une sorte de pseudo-faux cuir légèrement moussé qui parcourt tout le tableau de bord et qui apporte juste ce qu'il faut de soin dans cette voiture. Et aussi, un paramètre tout bête, mais qui a son importance, la climatisation. Les buses sont placées au bon endroit. D'ailleurs, il fait presque trop froid dans la voiture, mais on y reviendra dans 3 secondes quand on parlera du système multimédia. Mais dans l'ensemble, je me sens incroyablement bien dans la voiture. Vraie sensation d'espace, prise en main du volant qui est cool. Là, on est sur la finition Luxury, donc on a le volant le plus quali possible. On retrouve ce qu'on avait découvert sur la MG4 et globalement, ça fonctionne bien. En plus, vous allez pouvoir personnaliser les raccourcis pour vraiment avoir les accès qui vont bien. Par exemple, si je ne me trompe pas et que j'appuie ici, là, j'ai les raccourcis pour la climatisation. Évidemment que je me suis trompé ou qu'ils sont plus... Je suis déjà dans la climatisation, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Ah, c'est parce qu'il faut que j'appuie là. Et là, vous voyez, raccourci de climatisation. Mais franchement, c'est bien pensé, bien foutu, matière ok, pas de folie, juste ce qu'il faut pour le prix, c'est très honnête. Et il est important aussi de regarder la contreporte. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet vraiment de voir un petit peu comment le budget était placé. On teste. Plastique. Plastique. Ah, là on a une petite matière moussée qui va protéger ton coudé, ton côté de bras, c'est important. Là aussi c'est moussé, ça fait plaisir. Et après, plastique. Ils ont mis les bonnes matières au bon endroit. Autre élément important les amis, c'est que comme je vous le disais, il y a du rangement, puisque une bouteille, puisque 2 bouteilles et puisque un parapluie. Ça c'est cool, vraiment vous voyez, c'est une voiture qui est pensée de manière simple et efficace. De l'espace, prise de soin du conducteur juste au bon endroit et plastique pour rattraper les coups, c'est une feuille, aux endroits qui sont moins importants. Moi, honnêtement, c'est les bons choix, je trouve, et c'est OK quand c'est fait comme ça. Et les amis, aux places arrière, comment on se situe dans la MG3? Alors, honnêtement, c'est intéressant en termes d'espace, parce que c'est OK, plutôt efficace. C'est-à-dire que là, j'ai réglé le siège pour qu'avec mon 1m73, je sois plutôt bien installé devant, mais pas complètement à l'aise. Et pour autant, vous voyez, il reste de la place. Donc, par exemple, pour des enfants, c'est petit bonheur. Par contre, les amis, on va noter un petit détail. C'est que là, je me sens quand même très droit. Après, on est dans une citadine.
Là, c'est OK. Par contre, l'autre truc qui est un peu embêtant, c'est que cette banquette arrière, c'est un rattrapage budgétaire de folie. Il est un petit peu bombé vers l'extérieur et du coup, en plus, elle est très dure. C'est-à-dire que, écoutez, c'est vraiment pas, c'est pas moelleux. C'est vraiment dur, c'est moelleux dur. C'est vraiment moelleux dur, je peux pas le définir autrement. Aux places arrière, enfin la place du milieu aussi, bah, c'est encore plus bombé que les places latérales et vraiment ça va être compliqué pour un adulte. Pour des enfants c'est OK. Par contre je dois noter qu'il y a de l'isofix et ça c'est cool pour les parents côté gauche, côté droit, pas au centre évidemment. Et petit point positif sur les versions Luxury, regardez, on a les petites aumônières géantes pour mettre des éléments comme des livres et de quoi s'éduquer intellectuellement, s'élever vers le ciel et pas vers le bas avec des téléphones par exemple. Ça c'est un petit message juste pour vous. Et aussi, petit point cool, on a un port USB et de la ventilation, mais ça c'est spécifique à la version Luxury. Je crois que sur une version entrée de gamme, vous n'aurez pas de bus d'aération à l'arrière. Et il y a même un petit rangement, donc globalement c'est plutôt bien fait. Je dois également noter un élément, c'est que les pieds ne peuvent pas complètement s'insérer sous le siège, même si c'est un petit peu ouvert. Et regardez le petit détail, la vitre arrière s'ouvre complètement. Donc faites attention à vos enfants, mais en même temps, c'est plutôt cool pour le travail d'aération parce que, il faut le dire, on se sent quand même un petit peu à l'étroit à l'arrière. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. C'est OK. Ça suffit. On se fait un petit point sur la consommation et les amis, je dois le dire, c'est assez convaincant. Parce que regardez, j'ai parcouru 87 km avec la voiture et la conso annoncée est à 4,2 litres. Et surtout, cette motorisation est clairement, à mon sens, plus puissante que un E-Tech 145 que j'ai essayé très récemment. Et on a bien une sensation de puissance, une réactivité qui n'est pas inintéressante. Il faudra qu'on reparle des 3 rapports sur le moteur thermique parce que ça, on va en discuter. Et même en termes d'insonorisation et tout, je trouve qu'on est plutôt bien passé. Mais déjà, première étape, 4,2 litres pour 87 km. Not mal, c'est pas mal, ça sent plutôt bon. Petite chose aussi dont je dois vous parler qui est une bonne surprise, c'est la caméra 360. Parce que regardez, là déjà, les définitions sont top, même la vue satellite est top. Et en plus, regardez ce qu'il nous réserve, la possibilité d'avoir une vision comme ça. Ça, c'est clairement le segment au-dessus, voire le segment encore au-dessus. Et c'est vraiment lisible. J'ai la possibilité aussi de choisir les points ou de revenir à une caméra classique, si j'appuie ici. Ça, c'est franchement top pour repérer un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Juste ce qu'il manque, ce serait une caméra qui me permette de voir les parties latérales pour protéger mes jambes. Ah, petite précision, regardez, j'appuie ici. Et en fait, j'ai bien une caméra pour les jantes, mais on voit que la roue avant. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas voir complètement le côté latéral de la voiture, mais c'est déjà ça, on va dire. Et dans le genre pratique, important de parler du coffre. Et les amis, ça fait 293 litres, ce qui, d'après ce que j'ai compris pour une voiture hybride, est plutôt bien positionné. Surtout que, vous le savez, on est là pour l'exemple, et donc je vais vous présenter une trottinette qui rentre dans le coffre. Ça, visuellement, ça vous parle, hein. Et donc, on va la sortir. Alors, ça rentre plutôt juste, mais ça fonctionne. Alors, exactement, je me bats. Et bien évidemment, parce que vous êtes des gens du voyage, j'ai tout prévu, et voici une valise. Je crois qu'il y a mon ordinateur dedans. Bref. En termes de positionnement, là vous comprenez un petit peu mieux. Une valise, 2 valises cabine, on peut presque se battre pour en mettre 3 et on pourrait en superposer une 4e. Donc en termes de volume pour la vraie vie, je crois que c'est plutôt OK. À savoir en plus les amis, j'ai coincé la valise, que sous le plancher, regardez ce qui nous est proposé. Alors on a une batterie. C'est une batterie et il y a encore un petit emplacement qui vous permettra de mettre un kit de secours, quelques petits éléments en plus pour gagner de l'espace. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt bien fait forcément. Et en plus, petit détail qui fait la différence, on a une LED pour éclairer le coffre quand partout ailleurs dans la voiture, ils ont mis des ampoules. Un petit peu de modernité, un petit peu de budget, c'est des fous. Et un petit détail à noter aussi, c'est qu'ils vous ont mis un crochet. Le problème, c'est que ça, c'est mon doigt et ça, c'est le crochet. Vous n'allez pas accrocher grand-chose. À part un sac plastique, honnêtement, vous n'allez pas loin. Par contre, il y a un point d'attelage ici et un point d'attelage ici, ce qui est cool pour sécuriser des bagages ou des éléments lourds dans votre coffre. Donc ça, on prend, c'est plutôt sympathique. Et il y a un petit détail dont on doit parler, c'est la banquette. Parce qu'en l'occurrence, malheureusement, elle n'est pas fractionnable. Ce qui veut dire que pour la détacher, déjà, il faut choper les deux côtés. Hop, j'enlève les languettes et regardez. Pas de 2 tiers, 1 tiers. Ce qui veut dire que par exemple, si tu as un enfant et que tu vas aller chercher un colis Ikea, une planche de bois, des trucs de ce genre-là, c'est compliqué avec ce modèle-là. C'est un défaut qu'il faudra
corriger. Et d'après MG, d'ici quelques mois, on devrait avoir une banquette de tiers 1/3. Mais pour le moment, gardez-le en tête si vous êtes du genre à trimballer des trucs un peu volumineux. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous montrer le coffre dans son ensemble. Évidemment, on a un petit déport ici qui fait qu'on n'a pas un siège complètement plat, mais dans l'ensemble, tu peux à peu près mettre un petit frigo. Non, plutôt une machine à laver, mais pas une grosse machine à laver, une 6 kg quoi, 5 kg, pas plus. Mais tu peux quand même mettre un peu de choses quoi. Voilà, je te donne l'info. On se fait aussi un petit point sur les sièges parce que c'est pas inintéressant. Encore une fois, version Luxury. Donc si je dis pas de bêtises, on est sur une version avec un siège 6 positions. Tous les réglages sont manuels. Et un point que j'aime bien, c'est qu'on peut descendre le siège très bas. Ça, c'était le point appréciable. Maintenant, quand on s'assoit dedans, pour le coup, moi j'ai le dos un peu large et je dois le dire, c'est un siège qui est ok. Il manque peut-être un peu de profondeur et de moelleux. C'est-à-dire que honnêtement, sur un long trajet, je demande à voir si à un moment je suis pas en train de me dire ça manque un petit peu de confort. Mais globalement, pour un usage du quotidien, c'est assez bien fait. Juste un peu plus de profondeur pour qu'on soit plus dedans, parce qu'en plus on peut même pas optimiser sa position à cause de ce volant qui n'est pas réglable en profondeur, et ça m'embête. Côté multimédia, franchement c'est plutôt une bonne surprise, parce que par rapport à la MG4, ils ont mis à jour le hardware mais également les interfaces, qui nous donnent un système que je trouve plutôt bien pensé et qui en termes de réactivité répond correctement. En plus l'interface est plutôt lisible, donc là vous êtes sur la sorte de page d'accueil. Ici si on swipe, on a tous les menus de la voiture. On peut également noter que sur la partie gauche, à tout instant, on a des raccourcis pour les éléments importants tels que la navigation, avec une carte qui est franchement, alors attendez, non, oui, ok, on va sortir de là, mais la carte est vraiment plutôt lisible, même si c'est pas la meilleure interface du monde. La partie multimédia sur laquelle vous allez également pouvoir choisir de passer sur la radio ou sur la musique ou en USB ou en Bluetooth ou sur Apple CarPlay ou sur Android Auto. Évidemment la partie téléphonie où on va aussi pouvoir se connecter à la voiture, et la partie véhicule avec tous les éléments évidemment liés à la voiture, que ce soit les aspects de conduite, les assistances, les commodités, enfin tous les choix que vous pouvez faire sur les options de la voiture. Globalement c'est bien pensé. À noter également que si je fais un swipe comme ça, vous allez avoir ici un raccourci direct pour enlever l'avertisseur de franchissement de ligne, qui est vraiment ennuyant et qui se réactive à chaque fois que vous montez dans la voiture. Ça aurait été cool d'avoir un bouton physique pour en profiter, mais déjà ils y pensent à vous mettre un raccourci accessible rapidement. C'est quand même un plutôt bon point. Franchement, pour moi c'est un système qui dans l'ensemble fait le job attendu. Le raccourci direct vers la climatisation, à savoir que par exemple je peux personnaliser sur mon volant une touche qui peut me donner accès à un contrôle rapide vers la climatisation. Ça c'est des petits éléments qui sont trop cool. Vous avez deux boutons personnalisables, c'est-à-dire que si je vais ici et que je vais dans commodité, regardez, j'ai mes petites touches de raccourci que je peux paramétrer ici. C'est trop bien pensé et ça va faciliter un petit peu l'usage de la MG3. De ce côté-là, je trouve ça cool. Et pour l'écran derrière le volant, c'est comme sur la MG4. Sur la partie gauche, il y a tout ce qui est assistance de conduite. Au centre, la vitesse, les panneaux, l'autonomie et même les modes de conduite. Si par exemple j'appuie ici, regardez, hop, j'ai changé de mode. Et sur la partie droite, c'est l'ordinateur de bord que vous allez pouvoir personnaliser. Si j'appuie sur le volant, j'ai la possibilité de changer les affichages. Et donc ici même, en allant vers le bas, je peux modifier un petit peu les affichages. C'est simple, efficace, mais à l'utilisation, c'est juste ce qu'il faut. Donc on est content. Petit débrief après le jour 1, 171 km, 4,8 litres de moyenne. À savoir qu'en plus, très honnêtement, j'aurais pu faire moins, mais j'ai fait beaucoup de statique en laissant la voiture tourner, notamment la clim, donc ça a augmenté un peu ma moyenne. Et franchement, la voiture tient ses promesses. Sachant qu'en plus, la puissance est là, la réactivité des accélérations est là. On continuera à voir tout ça demain. Les amis, on va prendre juste 3 petites secondes pour que je vous explique pourquoi la MG3 est potentiellement plus intéressante qu'une Yaris ou qu'une Clio hybride. Parce que sur le papier, on a un moteur thermique qui fait 102 chevaux. C'est un 4 cylindres, il est atmosphérique, mais déjà, on a un petit peu de rondeur parce que c'est un 4 cylindres. En plus de ça, on a un moteur électrique qui, lui, fait 136 chevaux. Regardez, on se fait un petit dépassement. Full élec et le thermique rentre. C'est trop facile. Qui est plus puissant que la Clio ou que la Yaris. Et quand vous couplez les deux moteurs ensemble, on a 195 chevaux. Ouais, mais la voiture, elle a vraiment... Wow! Qui est largement plus puissant que ce que propose une Clio hybride avec 145 chevaux ou que la Toyota Yaris à 130 chevaux. Et en plus de ça, côté batterie, on est à 1,83 kWh, ce qui est plus gros que sur la Yaris, mais également plus gros que sur la Clio. 90 km/h, je suis toujours sur le mode électrique. Dans les faits, ça veut potentiellement dire qu'on devrait avoir plus de réactivité quand on essaye d'envoyer là où sur une Yaris ou une, comment on appelle ça, une Clio, c'est un petit peu longué. Et là, si je veux pousser,
bah, la voiture elle part. Et en même temps, parce qu'on a une plus grosse batterie, un plus gros générateur, on devrait avoir des phases électriques plus intéressantes parce que plus de puissance, 136 chevaux et plus grosse batterie, donc potentiellement plus longtemps. Maintenant la question c'est moins cher, donc peut-être qu'il nous cache quelque chose pour que ça fonctionne. Donc on va tester et on voit si on atteint des consos qui sont bien ou si c'est du mytho et on passe à autre chose. Et justement, la conduite, c'est comment? Eh bien les amis, je dois le dire, c'est assez surprenant parce que ça diffère un peu de ce que j'ai expérimenté très récemment avec le moteur e-tech hybride de Renault en 145 chevaux. C'est-à-dire que c'est clairement plus réactif. Et même sur la partie électrique, j'ai perdu un petit peu mes repères parce que c'est pas forcément aussi, comment dire, tapis volant que ce que j'attendais. Mais pour autant, j'aurais tendance à dire que c'est mieux. Parce que là, par exemple, on va être dans les conditions royales pour voir un petit peu ce que la voiture peut nous proposer. Et encore, c'est un peu biaisé parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'étais à environ 3,7 litres de consommation. Mais j'ai dû faire un arrêt pour les caméras, etc. en laissant tourner le moteur, la climatisation et tout. Et ça a un peu tué ma moyenne, sachant qu'en plus, j'ai vidé un peu la batterie. Mais c'est une voiture sur laquelle, clairement, les chiffres de consommation, je crois, ils sont à 4,4 litres annoncés en WLTP. C'est pas du mytho. Parce que hier, j'ai fait un petit peu, je crois que j'ai fait, au départ, j'ai fait 100 km où j'étais à 4 litres 3, 4 litres 4, j'ai plus le chiffre en tête. Et au final, je sais plus combien j'ai fait à 200 km. Mais il y a eu plein d'éléments parce que je suis en journée d'essai, je dois m'arrêter, je dois tester des choses, solliciter un peu la voiture. J'ai eu des chiffres qui sont cohérents et qui, surtout dans un usage de la vraie vie, seront dans des conditions où vous allez par exemple être dans le trafic, donc beaucoup rouler en électrique, laisser la voiture couler, avoir beaucoup de décélération, donc pas mal de phases de recharge, une voiture qui va vraiment rouler beaucoup à l'électrique et surtout une voiture qui est juste très agréable parce que il n'y a pas un des aspects que j'aime pas par exemple sur le e-tech 145, à savoir un moteur qui par moment hurle beaucoup trop. C'est-à-dire que quand vous allez solliciter un peu le moteur, vous avez l'impression d'avoir une sorte de rapport infini qui se met en place et qui est incapable d'un moment se dire « Ah bah là c'est bon, je vais me tranquilliser ». Et c'est très désagréable et ça, même quand on accélère sur la version MG3 Hybrid Plus, eh ben on l'a pas. C'est-à-dire que ça watt, mais ça watt sans forcer. Et en fait, tu n'as même pas besoin généralement de trop solliciter le moteur. On va essayer là par exemple. Là, je pense que je suis en mode EV. Je suis en mode EV. Et regardez, je vais accélérer. Je suis en EV toujours. 60, je suis toujours en EV. Et je suis obligé de ralentir, mais j'aurais pu monter jusqu'à 80 km/h sans aucun souci en restant en mode électrique. Là, le moteur hybride c'est allumé. Et d'ailleurs, je vais regarder un truc parce que entre 60 et 80, souvent ce qui va se passer, c'est que le moteur thermique va s'allumer, mais quasiment plus pour alimenter la batterie du véhicule que pour alimenter, propulser les roues, tracter les roues. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on entend le moteur thermique, mais il est très discret. Et ce qui est vraiment cool, c'est que comme on a principalement un moteur électrique qui est puissant et qui entraîne les roues dans un premier temps, là, si je vois tout de suite, c'est une poussée électrique que j'ai. C'est pas une poussée thermique, j'étais à environ 60 km/h. Et là, quand je pousse, c'est une vraie poussée électrique dans un premier temps, avec un moteur plutôt costaud, puisque 136 chevaux. Et ensuite, quand on passe les phases au-dessus des 80 km/h, c'est là où le moteur thermique rentre en jeu pour potentiellement, en fonction de votre état de charge de batterie, atteindre 195 chevaux. Mais le fait de principalement se positionner sur le moteur électrique fait que dès qu'on a besoin de réactivité, là, si je veux pousser, bah, la voiture, elle part. Et ensuite, le moteur thermique, lui, vient accompagner. Mais donc, on a une réactivité qui est au-dessus de ce que peut proposer Renault, au-dessus de ce que peut proposer la Yaris. Et après, on a une voiture qui est relativement confort. Et en plus, c'est une voiture qui est vraiment très aisée à prendre en main, qui est facile à conduire. C'est vraiment top. D'ailleurs, regardez ce qui va se passer là. Je suis en mode normal et je vais avoir une double voie. Regardez la vitesse que je vais. Là, j'accélère. Hop. Et là, ça hurle un petit peu, mais c'est jamais trop. Il y a eu un passage de rapport et j'ai dépassé le camion sans avoir de latence trop importante. Et là, il faut même que je décélère parce que je suis légèrement au-dessus de la limitation. Mais c'est efficace comme pas possible. Pour être très honnête, je voudrais ce moteur dans la Clio e-tech 145 parce que, qui deviendrait une 195 chevaux. Mais parce qu'en réactivité, c'est juste ce qu'il faut. Et vraiment, à tout moment, si on a besoin d'avoir de la puissance quand la batterie est chargée, c'est quand même important, et ben la voiture, elle peut y aller. Ce qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir les contraintes de l'hybride. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir une voiture thermique et une voiture électrique
ensemble qui, quand je suis en électrique, vont me donner le côté efficient et quand j'ai besoin de dérouler, vont avoir l'approche thermique. Alors certes, les consommations vont augmenter, mais par contre, tu as une voiture qui a du répondant. Et pas qu'un peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des citadines avec un peu de puissance, mais qui en même temps gardent le côté économique. Et ça, c'est super appréciable parce que du coup, rejetons un petit coup d'œil à ma consommation. J'en suis où? J'en suis à 5 litres 1, évidemment, on a tapé un peu plus dedans. Et en plus, je pense que, comme je vous le dis, ma batterie, je l'ai un peu trop déchargée avant d'attaquer ces petites phases. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que quand c'est nécessaire, oui, vous allez consommer un petit peu d'essence, comme avec une voiture thermique. Et dans toutes les autres phases, et aussi quand vous aurez envie de conduire tranquillement, vous aurez une voiture très agréable qui, quand vous le souhaitez, ouais, c'est vraiment rapide, c'est vraiment très agréable. Et ça fait donc une bonne voiture. Et les amis, un des éléments qui peut être aussi intéressant de sonder sur cette voiture, c'est forcément la conduite dynamique. Parce que quand on commence à parler de 195 chevaux, évidemment la question qui se pose, c'est est-ce que ces 195 chevaux disponibles sensiblement à tout instant? Et est-ce qu'on a un châssis qui suit? Et est-ce qu'en termes de réactivité, la voiture peut venir avec moi, m'accompagner dans de la route dynamique? Et là, comme vous pouvez le voir déjà, on a une voiture qui honnêtement est volontaire, qui est réactive et qui est à l'écoute. Je suis même très très agréablement surpris de la capacité de la voiture à donner de la puissance quand je lui demande. Même la pédale de frein est vraiment cool. Et il y a un autre élément qui est surprenant, qui n'est pas forcément un véritable bon point, mais que moi je trouve plaisant, c'est qu'on a une caisse un petit peu mobile. On l'avait déjà constaté par exemple sur une MG4 X-Power ou même sur la MG4, on a un châssis qui il pompe un peu. Là, on a un mouvement de caisse qui est vraiment présent. On pourrait prendre ça pour du roulis. Moi, je trouve ça assez agréable parce que je pense que la volonté, c'est d'offrir du confort sur la voiture sans pour autant, avoir des pièces qui coûtent extrêmement cher. Et donc, il faut garder la souplesse. Mais ça apporte un petit caractère, un petit plaisir dans, la manipulation de la voiture à vitesse dynamique pour une raison simple, c'est que du coup, quand je vais arriver sur une courbe, mettre un peu de frein, je vais sentir ma caisse qui va se déplacer. Le train arrière va un peu partir. Et là, regardez, je roule à bon rythme. C'est relativement souple. On a vraiment une voiture qui, quand la route est abîmée, va vraiment se tasser, pomper un petit peu. Mais pour autant, c'est-à-dire que là, je peux remettre du gaz et je vais sentir que ma voiture se dit ok, il veut qu'on continue d'accélérer. Et vous pouvez rouler aisément en confiance, même si comme je vous le dis, ça bouge un petit peu. C'est fait de manière très agréable et qui donne une sorte de vivacité à la voiture qui, moi, franchement, me plaît bien. Sachant que, regardez, je vais effleurer la pédale de frein et déjà, je suis dans une position de freinage et c'est très bon pour la confiance, pour maîtriser sa voiture tout simplement parce que c'est fait intelligemment. Alors que techniquement, il y a du frein régénératif. D'ailleurs, on peut tester si je relâche. Ah, quand je suis en mode sport, le frein régénératif est évidemment, c'est bien ça AMG, il est moins présent. C'est-à-dire que quand je suis en mode normal, au niveau 3, quand je relâche, j'ai vraiment un frein régénératif présent, même quand je suis en mode thermique et électrique. Et là, clairement, tu sens qu'il y a une résistance moins forte qui fait que c'est un mode sport où le but du jeu, c'est d'aller vite et pas d'être ralenti par de la régénération électrique. Mais par contre, les amis, c'est une voiture qui est très convaincante sur cet aspect-là, c'est-à-dire rouler à bon rythme et en plus en tenant des consommations qui ne sont pas excessives parce que là j'étais à 5,7 litres avant de commencer à sonder un petit peu le mode dynamique de la voiture et pour le moment je suis qu'à 5,9 litres et je m'amuse à balloter un petit peu la voiture. Hop, regardez. Par contre, il y a 2 points à noter. C'est pas une voiture qui est vraiment faite pour être mise en appui parce que il faut savoir un peu ce qu'on fait et les pneus qui sont mis sur la voiture sont un petit peu limites. Ça, c'est un vrai aspect où très rapidement, on est dans la limite du pneu, on est sur du Kumho et en efficacité sur route mouillée, je demande vraiment à voir ce que ça peut proposer parce que je ne suis pas certain que ce soit très sécu. Mais il faut garder à l'esprit un truc, c'est que là, comme je viens de conduire, il y a peu de propriétaires qui utiliseront cette voiture de cette manière. Ils vont se balader, jouer la carte de l'efficience et elle le fait bien. Mais si jamais il faut envoyer un peu, elle peut y aller. Et un autre paramètre dont on doit parler, c'est aussi les assistances de conduite parce que globalement, ce qu'on peut avoir sur la voiture, alors il va falloir que je réactive mon line assist. Et là, si j'appuie sur le volant, je me mets à 80 km/h. Et en théorie, si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie, mais j'ai très potentiellement, MG Pilote, le système qui me maintient. Effectivement, là, la voiture, elle est maintenue dans la voie. Et il est très efficace, le système. Je l'ai testé un petit peu sur voie rapide et même sur route de campagne.
Et c'est une voiture qui vous met en confiance. En plus, l'alerte qui va vous demander de maintenir le volant, en fait, j'allais dire qu'elle intervient tard, mais pas si tard que ça. Mais c'est un système sur lequel, honnêtement, dans lequel je me sens en confiance. À savoir qu'il a été mis à jour, si je ne vous dis pas de bêtises. Ils utilisent un nouveau système de caméra, un nouveau fournisseur qui, d'après leur dire, regardez, là ça va tourner, on va voir ce que la voiture va faire. Elle suit le profil de la route sans souci, elle continue, on va voir si elle arrive à rentrer dans le rond-point. Elle arrive totalement à rentrer dans le rond-point et là je prends la suite. Mais honnêtement, vous avez vu, aucun problème. Ça a fonctionné. J'ai peur de m'être trompé de direction par contre. Et là, en sortie de rond-point, on est toujours en électrique, donc ça envoie pas mal. Et c'est vraiment très appréciable. Et là, c'est pas moi qui conduis. Et c'est vraiment une voiture, du coup, dans laquelle on se sent à l'aise. Là, tu peux mettre... vas-y, allez, vas-y. Faut y aller, mon pote. Non, c'est globalement très bien fait. Hein. Cette réactivité, cette puissance, ce confort global qui fait que, dans un usage du quotidien, petite mention pour l'Alpine en face, vous êtes bien loti pour un prix qui coûte moins et sur la version Luxury, vous avez vraiment tous les éléments technologiques à bord pour pas vous sentir lésé. Moi, je trouve ça franchement de haut niveau. C'est vraiment agréable. C'est fou de se dire que c'est la moins chère, mais elle a probablement le meilleur groupe motopropulseur du marché en hybride. Alors après, il faudrait que je les teste exactement tous. Mais en tout cas, ceux sur lesquels j'ai eu l'occasion de mettre la main ne sont pas à ce niveau-là de prestation. Le truc aussi appréciable que je dois noter, c'est le frein régénératif. Parce que déjà, il y a 3 niveaux de frein régénératif. C'est appréciable. Et surtout, là où par exemple sur la version E-Tech 145, très honnêtement, quand vous avez le moteur qui se met en route, eh ben, vous sentez qu'il perd en puissance. Là, j'ai l'impression qu'il est toujours au même niveau de puissance. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait une plus grosse batterie ou un plus gros générateur qui leur permet de recharger plus et donc d'avoir du frein régénératif de manière assez fréquente. Mais c'est super agréable parce que très honnêtement, là par exemple, je relâche, mais je suis en électrique, mais on n'est pas loin d'une sensation one pedal en toutes circonstances. Quand vous êtes en mode normal, en mode sport, il est moins intense. Mais pour autant, c'est très agréable parce que du coup, ça vient aussi fluidifier un petit peu l'expérience de conduite pour cet aspect tranquillité, progressivité, qui est franchement appréciable. Là, c'est mon line assist qui m'a dit « t'es trop à gauche ». C'est trop agréable, c'est abusé. Et honnêtement, côté bruit moteur, à part à certains moments où il y a une légère fréquence moteur qui va être en fonction de vos préférences un peu désagréable, mais ça dure pas longtemps. Je trouve le moteur vraiment très discret. Et j'en attendais pas autant, ça fonctionne bien quoi. Et là, on refait le test. La réactivité est folle. On rejette un petit coup d'œil à la conso. Et là, sur 35 km, je suis à 4 litres 3. Voilà quoi. Et très honnêtement, vous savez quoi? Je trouve qu'il y a de la place pour une version avec un châssis un petit peu plus typé, une sorte de X-Powerline. Pas complètement une sportive, mais un truc qui va encore chercher un peu plus le plaisir de conduite, parce que franchement, c'est vraiment très appréciable. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et honnêtement, on part sur une voiture qui est moins chère que la concurrence et qui sur le papier, si on croit ce qui nous est annoncé, est mieux techniquement parlant. Parce qu'on a 195 chevaux, on a une voiture hybride qui me permet de profiter de séquences de conduite électrique, de séquences de conduite performante et, quand je le souhaite, de consommation relativement basse. Dans un plaisir qui est à peu près acceptable. Tout n'est pas parfait, mais franchement, c'est une putain de bonne surprise. Pardon d'être un poil vulgaire, mais c'est une vraie bonne surprise parce que c'est pas une voiture moche. À l'intérieur, ça fonctionne, système multimédia ok. Dans les grandes lignes, il y a ce qu'on attend d'une bonne voiture avec des watts. Et tout à l'heure, je disais à Jalil un truc qui est tout bête, c'est que honnêtement, ça fait juste plaisir d'avoir une petite voiture avec un peu de chevaux. Et là, on a une petite voiture avec un peu de chevaux, mais qui en plus, quand on en a besoin, peut dire « Ah mais tu veux qu'on consomme moins de 4 litres 5 au 100 ?» Eh ben, on peut le faire aussi. Et ça, c'est assez appréciable parce que de l'autre côté, quand tu watts, certes, tu vas consommer plus, mais tu vas pouvoir dérouler si tu as besoin de dérouler parce que la route s'y prête. Donc, en termes de tarifs, certes, c'est vrai que la finition la plus haute va commencer potentiellement à poser question face à, par exemple, une Clio qui à l'intérieur sera plus intéressante, même sur une version entrée de gamme, mais c'est quand même une voiture qui est une bonne proposition dans sa version hybride. Parce que, les amis, mettez-vous un truc en tête, après ils arrivent avec une version thermique
qui donc, en termes de tarifs, sera peut-être quoi, 17 000 €, mais moins potentiellement, et qui, dans son format, dans son positionnement et dans l'approche de conduite, à mon avis, est plutôt une base OK pour la plupart des conducteurs de nos routes aujourd'hui. Les plus exigeants iront ailleurs, mais dans l'ensemble, tout est au bon niveau pour que ça satisfasse beaucoup de monde et que potentiellement, cette MG3, on commence à la croiser assez fortement d'ici le début de l'année prochaine sur nos routes. Donc franchement, bien joué MG. Allez y jeter un œil si vous cherchez une petite voiture en complément ou même en principal en fonction de votre budget. C'est une belle découverte. Je suis plutôt content, ça fait plaisir. Un petit peu de thermique hybridé, mais sans que ce soit vraiment une électrique avec du kiff. Ça fait plaisir, fin de l'histoire. Je baisse le bob et je m'en vais. Je vois pas en fait.